Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Petit édito de Brûlatour. Alors, je ne sais pas de quoi il va parler cet édito, mais il nous a concocté un petit billet acidulé comme d'habitude. À toi, Brûlatour. Bon, roulement de tambour, messieurs, dames, accrochez-vous à la rampe. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est ce que disait Albert Camus. Audiomins, bon, c'est le nom de l'entreprise que l'on reçoit aujourd'hui. Je trouve que ça sonne plutôt bien comme dénomination. Non seulement ça sonne bien, mais en plus, cette dénomination peut aussi être comprise en dehors des frontières hexagonales, et en particulier sur le marché américain et sur le marché anglais. C'est certainement un choix délibéré, on leur demandera d'ici quelques secondes. Bon, alors, dans ce billet aujourd'hui, je voudrais très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du jour et que donc, par voie de conséquence, je vais être hors sujet, je voudrais vous partager ma réflexion en lien avec les dénominations des entreprises qui gravitent autour de la planète podcast. Oui, je sais, j'ai une vie un peu compliquée et des questions existentielles un peu différentes, parce qu'on voit passer des noms tous les jours, mais je vous l'avoue, j'y prête assez peu d'attention. Alors ce matin, je me suis amusé à dresser une liste, forcément pas exhaustive du tout, à des entreprises que les podcasteurs sont amenés à croiser tous les jours, ou presque. J'ai voulu en réunir quelques-unes de ces dénominations, et je me suis interrogé sur la pertinence ou non de ces dénominations sociales, souvent en anglais d'ailleurs, à mon grand désespoir. Je les ai classées en plusieurs catégories. D'abord, la catégorie la plus connue, Apple Podcast et Google Podcast. Au moins ici, bon, ça a le mérite d'être clair, on sait où on est et pourquoi on est là. Suivent Audible. Alors moi je dis Audible en français, mais on m'a dit qu'il fallait dire Audible pour être plus in. Alors vous avouerez que le choix du nom est génial, plus que ça, je dirais même intelligent. Ensuite, j'ai trouvé Talkers. Alors Talkers, c'est également un choix intéressant parce que c'est très compréhensif. J'avoue que pour Deezer et Spotify, alors là j'ai eu un petit peu plus de difficultés à y voir en lien avec le podcast, mais en réfléchissant un peu, sur Deezer et sur Spotify, c'est d'abord de la musique, donc l'honneur est sauf. Autre catégorie, les dénominations avec le suffixe en cast. J'ai remarqué que l'on utilise souvent le suffixe cast dans le monde du podcast, donc on en use et on en abuse. Alors j'en ai trouvé un paquet. Acast, Pocketcast, Overcast, Soundcast. Et parfois, le suffixe cast devient le préfixe de la dénomination, comme Castbox. J'ai pas non plus oublié le préfixe pod, alors là, parce que là, il est champion de toutes les appellations. C'est la catégorie où on trouve le plus d'exemples. Par exemple, j'ai trouvé Podcut, Podmust, Podnews, Podtrail, Podcloud, Podmap, Podcastist, PodDigi, Podbean. On pourrait même évoquer le pod aussi, ou encore la sympathique dénomination Podcastix. Ensuite, la catégorie des dénominations avec la racine audio. Alors, binge audio, tout le monde connaît binge audio, to binge, Philippe me corrige si je me trompe, ça veut dire se gaver en anglais, donc se gaver d'audio. Et binge, j'ai trouvé aussi que c'était une espèce de pomme de terre. Là, c'est moins sexy. Audiolib, Audiocité, La Fabrique Audio, Audion, AudioNow, et sans oublier Audiomins, bien entendu. Enfin, une catégorie des appellations qui sont apparemment très loin de la thématique du podcast, mais qui ont malgré tout été choisis pour se développer dans cet univers du podcast. Alors, c'est la catégorie dans laquelle on pourrait mettre les incongruités, les illogismes, les incohérences. Alors, j'ai trouvé Tumulte, par exemple, Triton, comme l'amphibien, Magellan, Cybèle, l'onomatopée Bababam, cher à Philippe, Paradiso, Nouvelles Écoutes, La Toile sur Écoute, Louis Média. Alors là, vous avez compris, Louis Média, Louis comme le sens de Louis qui permet d'entendre. Alors, que faut-il déduire de tout ça ? Que les acteurs du monde du podcast font souvent le choix d'appellations qui renvoient à l'univers du podcast, ce qui paraît un peu logique, parfois avec originalité d'ailleurs, mais quelle que soit la dénomination choisie, il faut souvent plusieurs années pour se faire un nom dans le milieu. Et parfois, ce nom devient une marque connue, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Et il peut jouer ainsi pleinement son rôle, celui de catalyser, un rôle de catalyseur, de catalyser l'attention et de renvoyer aux auditeurs une image de crédibilité, une stature en quelque sorte sur le marché. Pour terminer, je rappelle que les éditions HF, parce que j'ai aussi retrouvé ça ce matin, j'ai complètement zappé, les éditions HF ont publié une carte complète des acteurs de l'audio digital en France. Elle est téléchargeable gratuitement, Philippe va me corriger encore si je me trompe, mais sur la lettre.pro, quelque part sur la lettre.pro. C'est une carte interactive qui compile l'ensemble des entreprises qui gravitent autour d'un secteur qui est en pleine expansion. Et les choses sont bien faites. On y trouve même Audiomins.
Eh bien voilà, audio means, ce que veut dire l'audio, c'est si on traduit littéralement. Cyril, c'était dur de trouver un nom pour lancer une activité dans le podcast. C'était dur. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et d'ailleurs, je vais demander à Olivier Ouramdan, le fondateur de Audio Means, de monter sur scène. C'est pas moi qui l'ai choisi. En revanche, on l'a pas mal challengé, effectivement, puisque bon, l'idée, c'était de jouer à la fois, effectivement, sur les moyens qu'on apporte aux podcasteurs, mais aussi les moyens de vivre aussi du podcast. Donc, voilà, je invite Olivier. Non, il y a effectivement on va dire un jeu de mots. Mais ce qui est important aussi, c'est que l'audio, c'est un média qui est, euh, comment dire, une façon de transmettre un signal qui va au-delà du podcast, qui est un mode finalement d'administration un peu sériel, mais le livre audio a aussi du sens. Enfin, voilà, l'audio s'immisce déjà pas mal dans nos vies et donc c'est important pour nous qu'on soit plutôt sur l'audio plutôt que strictement sur le podcast. Ouais, très bien. Alors, à noter aussi un autre nom dont Frédéric n'a pas parlé, c'est écran sonore, que je trouve assez réussi pour caractériser justement le concept du podcast. Bienvenue Olivier, donc pour t'accueillir dans cette room et puis parler un peu d'Audio Means très en un mot. Et puis on attaque tout de suite dans le vif du sujet pour expliquer ce que fait cette plateforme d'Audio Means que l'on utilise et on vous en parlera également. Bonjour Olivier. Bonjour à tous et merci de me recevoir dans cette room. Désolé du petit retard. Donc, je suis Olivier Ouramdan, je suis le fondateur d'Audio Means, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, en quelques mots, c'est une plateforme qu'on a lancée en septembre 2019 avec mon associé cofondateur Michael. On vient tous les deux d'un background très technique. On a eu plusieurs boîtes de tech, B2B. Visant à donner, notamment dans l'univers des médias et contenus, des outils pour mieux appréhender la transformation digitale et les nouvelles possibilités qu'offrent voilà, toutes ces nouvelles technos. Et c'est vrai que en 2018 et début 2019, on a vu tout ce phénomène autour de l'audio digital, du podcast, qui s'amplifiait, l'arrivée de nouveaux business models aux États-Unis, avec le début des podcasts payants, avec des plateformes qui commençaient à investir dans des droits. Dans des droits pour acquérir en exclusivité ou en exclusivité temporaire des contenus audio on demand. Et on s'est dit que c'était le moment aussi de construire des outils qui permettraient d'appréhender cette nouvelle phase de développement du podcast et de l'audio digital, qui serait plus orientée business qu'elle a pu l'être dans les années précédentes, et avec des outils simples pour mettre en œuvre et activer des nouveaux business models dans une logique de génération de revenus pour les créateurs, et au-delà du modèle classique du podcast de marque ou brand content qui était le modèle majoritaire qui existait à l'époque. Voilà. Donc on adresse vraiment toutes les typologies de créateurs. Je pense que c'est un peu ça aussi qui fait notre spécificité, puisqu'on peut travailler à la fois avec des podcasteurs indépendants qui ont une logique presque amateur et de passion autour de l'édition d'un podcast, jusqu'à des stations de radio nationale avec des besoins très très sophistiqués en termes de distribution et de monétisation, et en passant par des studios de podcast, de gros podcasteurs indépendants, des publishers qui ne viennent pas forcément de l'audio mais qui commencent à vouloir travailler aussi sur cette typologie de contenu, et principalement aujourd'hui en France, avec des débuts de discussion aussi à l'étranger.
Ok, d'accord. Merci pour cette présentation. Alors, ce qu'on peut tout de suite remarquer quand on va sur audiomins.fr, c'est déjà l'approche où il y a une fonctionnalité qui est gratuite. Et en fait, vous fonctionnez par le nombre d'écoutes. C'est-à-dire qu'on va être facturé par le nombre d'écoutes et c'est par podcast, sachant que la première offre gratuite, elle a un podcast, mais après, la deuxième offre, il faut, c'est maximum 5000 écoutes par mois et on peut avoir 2 podcasts, c'est-à-dire deux émissions, c'est bien ça? Exactement, c'est 2 émissions, 2 flux RSS à distribuer. C'est ça. D'accord. Donc, Contenant autant d'épisodes, hein, les épisodes étant les MP3 à proprement parler qu'on veut. ouais, c'est ça. On peut mettre autant d'épisodes, mais par contre, il y a deux ce qu'on appelle ce que Penelope Buff appelle des chaînes. On peut faire donc 2 chaînes, 2 émissions dans lesquelles on met autant d'épisodes qu'on veut. Et par contre, dès qu'on dépasse 5000 écoutes par mois, après, on change de tranche et on passe de 11 € à 23 € par mois. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Et on débloque, Ah, on peut... oui, oui, pardon. c'est bon. Ça captait pas très bien, mais. On débloque des nouvelles fonctionnalités. Ouais, je pense que la connexion est pas très bonne. Donc oui, vous débloquez de nouvelles fonctionnalités, on le voit, vous pourrez aller le voir Ouais, sur... ouais. Ouais, la connexion est pas excellente, c'est la 4G parisienne ça. Ah, il faut pas vivre à Paris, il faut vivre à Brive-la-Gaillarde. Vous avez de la 4G, vous êtes tout seul quand vous êtes sur la 4G. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, là, je crois que je suis bien là. Ouais, c'est vous bon. m'entendez bien? Ouais, très bien. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que quand on dépasse en fait 5000 écoutes par mois, on rentre un peu dans une nouvelle catégorie où on va avoir des besoins un peu plus sophistiqués. On va pouvoir être éligible à la monétisation publicitaire, hein, parce que en dessous de 5000 écoutes par mois, on n'a pas suffisamment de reach, de couverture. On ne touche pas suffisamment d'auditeurs pour intéresser les annonceurs. Et donc, on est aussi dans une logique où on peut vouloir développer ses savoir-faire sur plus de chaînes pour employer cette terminologie-là. Et c'est vrai qu'on passe au palier supérieur qui permet de gagner en puissance et de faire plus de choses que sur ce premier palier limité à 5000 écoutes. Après, 5000 écoutes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de podcasteurs confirmés ou indépendants ou débutants qui nous écoutent, mais quand on lance un podcast, la particularité du podcast, c'est que ça se mérite les audiences. Il n'y a pas de formule magique, donc ça se construit vraiment de manière organique. Petit à petit, on n'est pas dans le monde des réseaux sociaux avec une capacité finalement à comprendre des algorithmes et à les hacker pour faire très 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 vite des grosses audiences qui peuvent être un peu testostéronés et un peu artificiels. Il faut vraiment aller chercher ces auditeurs les uns après les autres, travailler ces réseaux sociaux, le bouche à oreille. Et donc, pour arriver à une audience de 5000 écoutes, il faut déjà un peu de temps et avoir installé une vraie marque référente dans cet univers de l'audio digital. Alors, on a plein de questions à poser, mais j'ai vu que Gaël est monté sur la roue, mais il y a peut-être une question déjà. Gaël, on t'accueille avec plaisir. Si vous voulez tout de suite poser vos questions, n'hésitez pas à lever la main et à parler et à poser des questions à Cyril et Olivier. Gaël, est-ce que tu avais une remarque à faire ou une question? On t'entend pas, ton micro est coupé. Voilà, bienvenue Gaël. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe, merci. Alors moi je suis client d'AudioMins. On les a choisis justement quand on a lancé Podcast Mania, un studio de production, et qu'on a eu le besoin pour animer et héberger un collectif de podcasteurs. On avait besoin d'une solution qui permettait de grouper, d'administrer, de gérer plusieurs podcasts de manière indépendante et aussi avoir on va dire un contrôle un peu plus et un rôle un peu plus de manager. Et du coup, on a choisi AudioMint depuis octobre dernier.
Ça veut dire, si je comprends bien, que tu manages des podcasteurs indépendants et donc AudioMeans, vous avez pas contourné, mais vous avez des offres un peu sur mesure aussi pour des labels, c'est ça, qui vont vouloir avoir, parce que là je vois, on peut avoir un utilisateur quand on est à 11 €, après c'est 3 utilisateurs à 23, mais toi, avec ton concept, c'est toi qui gères pour les podcasteurs, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas accès à la plateforme AudioMeans, ou alors si, c'est eux qui publient tout? Si, justement, et donc on a eu une offre sur mesure de la part d'AudioMeans, et du coup, ça nous permet avoir une vision d'ensemble au niveau des écoutes, au niveau des campagnes de cross-promotion, de publicité, et en même temps d'avoir un accès indépendant pour chaque podcasteur pour son émission. D'accord, ok. Donc ça permet d'avoir un accès simple. Brûlatour et puis Olivier après. Les radios du groupe M6 et AudioMeans ont annoncé la signature d'un accord, c'est-à-dire que vous gérez la distribution des podcasts replay issus de ces radios-là, il y a RTL, RTL2, Fun Radio. Ça date cette information-là ou c'est plutôt récent? Alors on a dû l'annoncer au mois de janvier de cette année, sachant qu'on a fait la migration des 141 podcasts qui sont concernés entre décembre et janvier. On avait commencé en décembre, où on avait notamment migré sur nos systèmes Les Grosses Têtes, le plus gros podcast de France. Petite audience. Petite audience, oui. C'est 10%, pour rappel, le podcast des Grosses Têtes, c'est 10% de l'audience globale affiché sur iStat de Médiamétrie. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Les Grosses Têtes, c'est vraiment très très gros. Il y a beaucoup d'écoutes. Et donc on a fait ça progressivement en batch, en 2 mois. Mais pour répondre à la question, c'est assez récent. Ça fait 6 mois donc maintenant. Et c'est vrai que c'était super intéressant de travailler cette migration parce que même dans les radios, où c'est assez cœur business, cette question de l'audio, on voyait bien que la question des podcasts qui était gérée historiquement plutôt comme un sujet de notoriété, il fallait être présent pour que la marque Antenne puisse rayonner aussi sur les plateformes de podcast, ça s'est transformé en un besoin business. Un besoin très stratégique, et que ces nouveaux besoins ont fait émerger la nécessité d'avoir des outils plus perfectionnés et que ça pouvait plus se gérer avec un serveur dans un coin pour éditer un RSS, qu'il fallait un certain nombre de fonctionnalités, une ergonomie pour permettre aux opérateurs et aux éditeurs de pouvoir gérer ça de manière très simple. Et là-dessus, RTL a été assez visionnaire en disant, en fait, profitons plutôt de l'expertise d'un player qui s'est spécialisé là-dedans et qui va mutualiser finalement toute sa R&D sur plusieurs clients, plutôt qu'essayer de faire nous-mêmes des choses qui deviennent de plus en plus sophistiquées et qui évoluent en plus à une vitesse extrêmement rapide. Oui, ça on est d'accord que l'utilisation c'est comme à l'époque où ils ont essayé de créer leur logiciel d'automation. Ils ont mis 2 ans, ils ont dépensé 20 millions d'euros et ils sont revenus à leur ancien logiciel d'automation. Donc je pense qu'ils bénéficient un peu des erreurs passées aussi, heureusement. Catherine, on a quelqu'un. Oui, vas-y. Pardon, vas-y. Excuse-moi, mais parce que pour rebondir sur ce que disait Gaël, effectivement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversité des partenaires d'AudioMeans. On a ce que tu décrivais qui sont nos offres vraiment très self-serve, accessibles par le web, en full automation. Mais on fait quand même beaucoup d'offres custom pour répondre à des besoins spécifiques. On a vraiment une plateforme qui offre beaucoup de versatilité, beaucoup de possibilités d'adaptation. Et le cas de Gaël est vraiment très symptomatique de ça. Il y avait un besoin particulier pour pouvoir opérer un collectif de podcasteurs avec une capacité à gérer des programmes, des campagnes de pub
sur l'ensemble des podcasts du collectif et aussi une nécessité de gestion des rôles assez fine où finalement, tout en étant sur le même compte, chaque podcasteur aurait accès uniquement à ses datas, à ses interfaces d'édition pour gérer son podcast, tout en faisant partie du même compte. Et ça, c'est des choses qu'on a pu faire et qui sont maintenant sur étagère chez AudioMins. Alors très bien, et Gaël, si tu en es d'accord, on sera vraiment tout à fait partant pour faire une room pour découvrir un peu Podcast Mania et ce collectif de podcasteurs que je connais pas Avec plaisir. personnellement et dont on pourra parler d'ailleurs sur lepod.fr. Je rappelle qu'on est dans le club Le Pod sur Clubhouse. Si vous n'êtes pas encore membre de notre club, je vois qu'il y a des gens qui sont pas forcément, qui nous suivent pas, ni Brulatour ni moi. D'abord, n'hésitez pas à nous suivre et puis à vous abonner sur la petite maison verte en haut de la petite maison de la prairie. Vous cliquez dessus et vous rejoignez notre club, et si vous nous suivez, en plus vous serez membre officiel pour pouvoir être alerté des prochaines rooms et puis bénéficier de plein d'avantages qu'on propose sur Clubhouse. Et notamment si vous vous connectez sur notre site Backdoor qui s'appelle www.lepod.club, on vous envoie le dernier exemplaire qui vient de sortir hier ou avant-hier du pod numéro 6, 76 pages de sélection de podcasts et de découverte de balados aussi au Québec qu'on vous propose, et on vous l'envoie par la poste si vous laissez vos coordonnées en bas du formulaire, et vous avez la possibilité encore de participer au collectif pod qui a démarré la semaine dernière. On a déjà une dizaine de personnes qui en font partie. Alors c'est pas un collectif comme toi Gaël, nous c'est un collectif pour permettre à tous les podcasteurs et à tous les acteurs du podcast de parler d'eux et de parler du podcast en général, puisque le pod.fr c'est un site d'actualité qui se veut fédérer l'ensemble de l'industrie de la radio et du podcast. C'est l'habitude, ça fait 20 ans qu'on parle de radio, maintenant on parle de podcast. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi à vous inscrire, il y a un petit formulaire pour le collectif pod si ça vous intéresse. Catherine, on t'accueille avec plaisir pour ta question, ta remarque oui, parce que tu as un projet et tu demandes sur quelle plateforme tu vas aller. Exactement, salut Philippe. Exactement. Alors, pour ceux que je ne connais pas, moi je suis donc une future podcasteuse. Je suis en train de les préparer. J'ai rien diffusé encore. J'attends d'être prête, ce qui ne saurait tarder. Je vais être assez directe. Je vais faire un peu recruteur, mais c'est vrai que moi, j'avais l'intention de me diriger vers Ocha parce que je sais pas, parce que j'en ai entendu parler, parce que j'ai écouté je sais pas comment ça s'appelle, des webinars ou des choses comme ça, et ça me paraît très facile d'utilisation. Je suis assez nulle en technique. Ça me paraît très ergonomique et que l'offre me satisfait. Quels seraient vos points forts par rapport à Ocha, par exemple? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais m'orienter vers vous plutôt que vers Ocha? Voilà. Le pitch pour convaincre. Comment convaincre les podcasteurs de ne pas aller ailleurs ou d'utiliser... Ça me rappelle mes études de AudioMins. Alors c'est vrai que Olivier, Cyril, vous allez pouvoir répondre, même si c'est beaucoup plus facile peut-être pour Gaël de répondre si Gaël a utilisé d'autres plateformes, mais je vais vous laisser répondre et après moi je donnerai mon avis, parce que il se trouve que vous savez, si on fait ces rooms là, c'est aussi parce qu'on a testé nous-mêmes et qu'on a un petit avis, puisqu'on a lancé des podcasts et on s'est dit que on en a un déjà chez Acast qui date d'il y a longtemps, qu'il faut d'ailleurs que je mette à jour, et on a lancé récemment un sur Ocha, on a lancé sur AudioMins et sur Podcastix. Donc on en a un peu partout et c'est la raison pour laquelle aussi on vous propose ces rooms, parce que il y a des fonctionnalités qui sont en effet différentes. Mais je laisse parler peut-être, alors je sais pas qui veut commencer, Gaël, peut-être en tant qu'utilisateur, avant que Cyril et Olivier pitchent les différences et les avantages par rapport à la concurrence. Eh ben, nous, on a aussi testé une multitude d'hébergements avant de trouver notre bonheur actuellement sur AudioMins avec notre configuration. Moi, la première fonctionnalité que j'ai repérée, c'est ce que tu as dit, Olivier. Au début, c'est gratuit. Donc, ça permet de démarrer, de lancer quand même avec peu de frais son podcast et de voir où ça va, de tester, et de lancer progressivement tout ça, parce que c'est évidemment un marathon, un ultra trail où il faut beaucoup persévérer. Donc ça, c'est déjà assez important.
Et puis après, il y a, il y a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a pu retrouver ailleurs. On les a retrouvées sur AudioMints. Donc euh, là-dessus, pour comparer, c'est difficile. Donc je trouve que l'approche gratuite jusqu'à 1500 écoutes, je crois, mensuelles. Non, pardon. Les premières 1500 écoutes sont gratuites, je crois. Ah oui, juste, Donc, alors question, c'est mensuel ou alors c'est première 1500 écoutes, tout mois confondu? C'est les premières 1500 écoutes, ouais, tout c'est mois ça. confondu, dans l'offre totalement gratuite. Ah oui, c'est pas Euh, pareil, d'accord, ouais, c'est pas pareil que totalement 1500, gratuite. 1500 écoutes par mois. Ouais, ouais, c'est 1500 écoutes jusqu'à ce qu'on arrive à 1500 écoutes, ce qui permet, quand on lance un podcast, de quand même installer les choses, sachant que c'est une offre totalement gratuite, y compris l'hébergement. C'est-à-dire que vous avez des offres gratuites où on va vous éditer vos flux RSS, mais vous allez devoir continuer à héberger vos MP3 sur un serveur chez vous et donc à payer un hébergement et de la bande passante pour pouvoir servir ces fichiers. Nous, on est vraiment dans la logique où ce sont les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas de, il y a pas de choses en moins par rapport à ce que vous pourriez avoir sur des offres payantes. Mais en revanche, c'est le temps d'installer son audience et d'arriver aux 1500 écoutes, parce qu'on se dit que c'est un bon 1500 écoutes en cumul, c'est un bon trigger pour se dire là, ça devient sérieux et on y va. Oui, enfin, ça dépend si on le fait en 12 mois ou si on le fait en quelques mois. C'est toujours le problème. Catherine, est-ce que ça a répondu à ta question? Alors, vas-y. En partie, en fait, non, Vas-y. un peu. C'est-à-dire que oui, oui, je comprends la gratuité, donc c'est un vrai atout, effectivement. Moi, j'ai pas trop, enfin, je suis prête à payer. Donc, si je suis prête à payer, excusez-moi, hein, c'est vraiment pour le coup super pratique. Je vais vraiment bientôt m'orienter vers un hébergeur et voilà. Si je suis prête à payer même 20-30 euros par mois, qu'est-ce qui fait que est-ce que vous êtes diffusé sur le même nombre de plateformes? Est-ce que c'est aussi pratique, aussi convivial pour mettre son podcast en ligne? Enfin, voilà. D'autres Bah, questions? Olivier, tu veux répondre ou tu veux que je prenne la parole? Vas-y. Ouais, Olivier, il y a beaucoup de vent sur ton micro. Je sais pas si où est-ce que tu es, mais Pardon. il y a pas mal de Je vent. suis Donc... à Station F, mais j'ai voulu prendre le soleil en sortant un petit peu Ah d'accord, ok. des locaux. Alors, est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bon. Simplement pour pas que ça gêne trop. Cyril, on te laisse répondre. Alors, donc Catherine, donc effectivement, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que on avait une solution qui était particulièrement formidable pour des studios, des collectifs, des chaînes, des stations de radio, parce qu'on a des API d'intégration, on a des accès multi-user et tout ça, ce qui sont des choses qui ne vous intéressent pas spécifiquement. Alors, bon, les solutions d'Ocha, elles sont très très bien. Hein. Je ne suis pas du tout là pour les dézinguer. Nous, la spécificité d'AudioMins, dès ses débuts, ça a été de faire un gros focus sur les modes de monétisation et de diffusion, qui vont en fait beaucoup plus loin que toutes les autres plateformes de podcast. Et donc, j'ai envie de dire, Catherine, la question, c'est est-ce que vous voulez, c'est quel podcast vous voulez faire? Et nous, en fait, ce qu'on va savoir faire, c'est vous apporter une solution de monétisation et de distribution multiplateforme très adaptée à votre problématique. C'est-à-dire que vous pouvez certes faire un podcast gratuit, hyper distribué gratuitement sur le maximum de plateformes et en essayant de le monétiser avec de la publicité. Ça, on sait le faire. J'ai envie de dire, c'est le modèle un petit peu standard. Mais on sait surtout accompagner nos podcasteurs sur des besoins beaucoup plus spécifiques. Donc, on est très reconnu pour on va dire, cette étroitesse de collaboration qu'on a avec eux. On échange beaucoup. On est assez loin d'une plateforme Internet derrière laquelle il n'y a personne qui parle. On est très proche de nos podcasteurs. Et donc, ce qu'on va savoir faire, par exemple, c'est savoir vous distribuer sur certaines plateformes spécifiques pendant des durées données, ce qu'on appelle la distribution sélective. Quel intérêt ça peut avoir? Ça vous donne la maîtrise de votre diffusion et par exemple, ça peut vous permettre, c'est un exemple qu'on voit chez quelques-uns de nos clients, de nouer des partenariats avec un média avec qui vous allez donner une sorte d'exclusivité de diffusion pendant les premiers jours de votre podcast, ce qui va du coup eux leur donner envie de le mettre en valeur.
et ensuite seulement le libérer sur les autres plateformes, Apple, Google, Spotify. Donc ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. C'est une fonctionnalité qui s'appelle la distribution sélective. Tout ce qui va donner de la valeur à votre contenu. Même pour des podcasteurs indépendants qui ont un podcast, vous faites ce genre d'offre? Tout à fait, ça fait partie de nos plans, ça s'appelle la distribution sélective. Donc ça peut être utilisé à d'autres fins, mais nous, on a clairement des clients qui font ça, et ça leur permet parce que la difficulté dans le monde du podcast, c'est quand même, quand on part de zéro, c'est d'émerger. C'est ça qui est difficile. Les solutions qu'apportent nous ou nos concurrents sont des solutions de distribution qui sont plus ou moins abouties, mais j'ai envie de dire que techniquement, on a quand même aujourd'hui des belles réponses. Le marché a des belles réponses. En revanche, on veut aller plus loin. Donc voilà. Et de même, si vous vous dites, en fait, mon podcast, il a de la valeur spécifique, et je pense que je peux en tirer plus de valeur en le vendant ou en essayant de collecter des données sur mes auditeurs, ou en conditionnant l'accès d'une manière ou d'une autre à des gens qui vont s'inscrire par ailleurs à une newsletter ou qui auront souscrit un abonnement. Enfin, on a plein de cas d'usage, si vous voulez, auxquels on sait répondre. On a des thérapeutes qui font des podcasts sur un certain nombre sur leur sujet, et pour lesquels il y a un abonnement payant. Donc ça, c'est des choses qu'on sait opérer. On sait opérer comme ça beaucoup de cas d'usage très spécifiques. Et la première question, en fait, c'est un diagnostic par rapport à ce que vous avez envie de faire, vraiment, et le rythme auquel vous allez pouvoir consacrer. Et ça, pour nous, c'est hyper important, en fait. C'est très difficile de laisser un podcasteur qui démarre devant 3-4 sites web qui leur proposent des plans pas facilement comparables. Et pour nous, chaque podcast a un mode de monétisation, une ambition et finalement un prestataire adapté. Ouais, donc on est plus sur du sur-mesure et sur du marketing pour ceux qui ont envie d'en faire, avec la complexité qui est que quand on démarre, on n'a pas forcément envie de le monétiser, et puis on passe du temps, on passe de l'énergie. Finalement, j'ai des auditeurs, j'ai des gens qui ça me prend du temps de répondre à tous les commentaires, les réseaux sociaux, donc finalement je vais peut-être le monétiser, et derrière on se dit, tiens mince, je l'ai ouvert sur toutes les plateformes, comment je fais maintenant pour, même si on a une audience qui n'est pas forcément colossale, mais une audience engagée qui est prête éventuellement à prendre un abonnement, qui est prête éventuellement. Alors on connaît, il y a les Patreon, il y a les Tipeee, il y a tout ça, mais vous êtes plutôt sur donc du chirurgical, là où les autres plateformes sont plus sur de la mutualisation. Les autres plateformes sont sur une forme de réponse un peu homogène à une problématique donnée. Nous, on va effectivement travailler avec vous sur la meilleure réponse, qui finalement sera peut-être. Oui, on peut commencer aussi. Un podcast gratuit, hyper distribué. Oui, on peut commencer aussi sur la mutualisation avec l'offre gratuite jusqu'à 1500 écoutes, et puis après, là, on vous appelle et puis on se décide. Ça laisse le temps d'arbitrer. Exactement. Olivier. Ça laisse le temps d'arbitrer. Ouais, voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner la maturation et les besoins au fur et à mesure que la courbe d'expérience et la puissance du podcast augmente, avec des choses qui deviennent très très tailor-made et très sophistiquées, comme l'a évoqué Cyril, la distribution sélective, les offres par abonnement payant sur les plateformes tierces, ces choses-là. Mais même sur les besoins initiaux, et je dirais la première marche de la pyramide, les besoins primaires d'un podcasteur qui se lance. Alors je vais pas faire le jeu des 7 erreurs, et puis comme Cyril, le but du jeu, c'est pas forcément de se comparer point par point à la concurrence, mais je dirais ce qui nous caractérise, c'est un certain nombre de fonctionnalités. Là, il faut regarder les tableaux qui sont accessibles sur des plans, les premiers plans, comme par exemple la publication sur YouTube. On propose aussi la publication automatique sur YouTube des podcasts transformés en vidéo dès notre premier plan. On propose aussi la normalisation du son. Ça, c'est très important quand on démarre un podcast. En fait, il faut normaliser son fichier audio à -16 LUFS. Généralement, il faut prendre un autre logiciel pour faire tout ce traitement avant d'uploader sur sa plateforme d'hébergement. Nous, c'est directement intégré dans la plateforme. Alors, si on parle de cette normalisation-là, simplement pour ceux qui nous écoutent, parce que ça, je pense, ça en intéresse certains qui ont des problèmes de niveau entre leurs podcasts. Concrètement, tu lances ton podcast et vous arrivez à le normaliser pour faire en sorte qu'il ait un bon niveau et que les niveaux soient toujours à peu près les mêmes sur tous les podcasts ?
Exactement, et toujours homogène avec ce moins 16 love qui s'est imposé un peu comme une norme dans l'univers du podcast. Et quand on est normalisé de cette manière, en fait, il ne va pas y avoir de problème de volume quand on va passer d'un podcast à un autre. Et ça, vraiment, donc il y a des podcasteurs qui le font déjà parce qu'ils ont une post-production un peu sophistiquée, ils font du mixage, et donc dans ce cas-là, ils désactivent cette option euh, Ouais, ça coupe un peu, Olivier. Donc oui, il désactive l'option. un Ça peu de coupe un mon peu, ouais. poussé. Là, ils peuvent normaliser. Ils n'ont pas besoin de passer par un outil tiers encore, parce que c'est vrai qu'à la fin, ça fait beaucoup d'outils différents à utiliser pour un podcasteur si tout n'est pas intégré. Avec le danger quand même qui fait que si le podcast est vraiment très très bas, ça rajoute du souffle et la qualité risque de s'en sentir, non? Pour le coup, c'est si on normalise 2 fois qu'on va avoir ces problèmes. Si on normalise à moins 16 love proprement, on va éviter ce problème puisqu'on va vraiment jouer sur les crêtes et les amplitudes entre les silences et les moments où il y a moins de densité, de volume et les crêtes de son. Donc, non, normalement, le traitement fonctionne plutôt bien. J'avoue que j'ai pas testé, mais on en parlera. Ok. Ça se teste. Mais on a plusieurs podcasteurs qui avaient l'habitude de normaliser sur des outils tiers et qui ont totalement abandonné parce qu'ils ont trouvé que c'était vraiment très pratique avec AudioMins. Il y avait une autre spécificité un peu par rapport à Ocha, c'est que nous, on permet de créer des teasers vidéo pour mettre en avant un extrait d'un podcast. Pour partage sur les réseaux sociaux, hein. Donc on choisit un peu le petit moment dans le podcast qu'on veut mettre en avant et on peut créer de manière très ergonomique un petit clip vidéo. Et je sais qu'on était pendant un moment les seuls, je ne sais pas si ça a évolué, à proposer de faire l'incrustation automatique des sous-titres dans cette vidéo. Pour que vraiment elle soit très très exploitable directement sur les réseaux sociaux où souvent les vidéos se déclenchent en son off et donc s'il n'y a pas les sous-titres qui sont présents, c'est moins efficace. Donc c'est des teasers, c'est-à-dire que c'est des extraits, hein. C'est pas Voilà. la vidéo Donc totale. on publie un podcast et on peut vraiment très simplement aller sélectionner un petit moment fort, un petit highlight, et en 3 clics, en faire une vidéo avec un audiogramme animé, customisé en couleur, en forme. Qu'on peut d'ailleurs déplacer, hein. On peut placer l'audiogramme sur la jaquette où on veut une fois que l'extrait est réalisé. Et c'est vrai que c'est assez intuitif. Le calcul se fait. Après, faut faire de belles créas. Faut ouvrir une autre fenêtre si on veut vraiment continuer à travailler sur AudioMins et laisser faire le calcul parce que ça prend quand même un peu de temps. Hein. Ouais, ça prend quelques minutes parce qu'on calcule frame par frame en fait, et on incruste les sous-titres et comme tu le disais, on peut faire ça sur la jaquette du podcast, sur la jaquette de l'épisode, ou même sur n'importe quelle image que vous uploadez et à n'importe quel format. Donc on a des gens qui utilisent du format vertical parce que c'est plus sympa pour faire un peu des stories Insta ou des choses comme ça. On a des gens qui utilisent du 16/9. Donc il y a une grande flexibilité de l'outil et ça je sais que c'est des choses sur lesquelles on a eu des retours très positifs et on nous a dit que c'était vraiment super utile. Et puis le dernier point que je voudrais mettre en avant, et celui-là il est vraiment très important pour nous, c'est au niveau des analytics. En fait, comme Cyril expliquait tout à l'heure, on a développé, et c'est quelque chose de très important chez nous, la distribution sélective. On a besoin de très très bien savoir identifier d'où viennent les écoutes. Et donc on a toute une architecture qui a été conçue de manière à ce que quand vous avez une écoute sur un fichier qui est hébergé sur AudioMins, on sait vous déterminer très très précisément sur quel environnement a eu lieu cette écoute en termes de device et en termes de plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Co. Et ça paraît un peu bête, mais sur la plupart des hébergeurs, et même des grands hébergeurs anglo-saxons, quand vous regardez la répartition par plateforme, vous avez généralement plusieurs dizaines de pourcents d'écoutes qui sont considérées comme non identifiées.
parce que en fait, il se base juste sur les user agents des applications et souvent il y a des user agents génériques, donc ils ne savent pas les classifier. Et nous, à travers cette stratégie de distribution sélective qui fait qu'on a des techniques pour mieux savoir d'où viennent les écoutes, on arrive à généralement moins de 3% de trafic non identifié. Donc vous avez une très très bonne connaissance de la répartition de vos audiences sur l'ensemble des applications d'écoute qui sont disponibles au public. Et d'ailleurs, ça, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, en général, les plateformes vous disent qu'il faut aller voir chez Apple Podcast ou Google Podcast pour voir les statistiques parce qu'ils n'arrivent pas à les récupérer. Et c'est notamment parce que vous êtes aussi... il y a une intégration de la CPM, donc de la certification ACPM, et également de ISTAT médiamétrie pour pouvoir, si on veut bien entendu, puisqu'il faut rentrer dans ces deux certifications ou classements, il faut payer un droit d'entrée, mais il y a aussi cette capacité à pouvoir être intégré dans ces classements-là. Catherine, tu avais une question complémentaire. Oui, excusez-moi. Oui, sur ce point-là, en fait, c'est uniquement sur l'offre. Je vois, j'ai le tableau devant moi là. C'est sur l'offre les grands moyens, c'est ça? Ou est-ce qu'on a aussi des informations assez précises sur les autres offres? Alors, vous avez des informations très précises sur toutes les offres. Dès le plan gratuit. Ouais. Super, merci. Pour le coup, ce qui change, c'est la norme qui est utilisée pour Display, mais c'est assez marginal. Sur les premiers plans, on utilise la norme IAB. Qui est une norme internationale de classification, de détermination des écoutes. Et à partir des plans qui sont éligibles à la monétisation publicitaire, là on utilise la norme ACPM de comptabilisation des écoutes parce que c'est la norme qui maintenant fait un peu référence sur le podcast natif en France et qui est reconnue par les annonceurs et les agences médias. Voilà, donc il y a toutes ces fonctionnalités de monétisation un peu, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit, monétisation innovante et marketing. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'on peut faire avec 41 € hors taxe par mois, comme disait Brulatour, si on n'est pas capable de mettre 40 € hors taxe sur un podcast quand on se lance, il faut peut-être se poser des questions. Alors c'est pas pour ça que vous devez passer chez Audiomins, on est là pour présenter toutes les plateformes. De notre côté, on a bien entendu testé. On a mis en place, on a préparé nos jaquettes, puisque je vous rappelle, et on a eu des rooms à ce sujet, quand vous voulez lancer votre podcast et démarrer, il faut vraiment avoir tous vos éléments prêts. Et moi, j'avais tous mes éléments prêts, et j'ai fait ça avec toutes les plateformes, avec Ocha, avec Audiomins et avec Podcastix. Eh bien, en fait, alors celui qui s'en tire le mieux, si j'avais à faire un benchmark réel global, qui a été vraiment le plus rapide, le plus immédiat, le plus et où en une demi-heure le podcast a été complètement publié sur l'intégration, sur l'intégralité des plateformes. Alors au préalable, je rappelle que pour lancer son podcast, il faut quand même avoir un compte chez Apple, il faut quand même avoir préparé un peu le terrain. Mais une fois que vous avez ça et que vous lancez un podcast, eh bien, les plateformes entre Audiomins, Ocha et Podcastix sont assez équivalentes avec, et j'en ai parlé avec Ocha lundi, une petite différence de certaines, surtout sur Amazon Podcast, où Ocha ne renvoie pas l'information immédiatement qu'on est sur Amazon Podcast, même si au final on y est, alors que Podcastix le fait. Je ne sais pas, au niveau Amazon Music, Audiomins, vous êtes comment sur Amazon Music? Je ne sais pas si je l'ai vu intégré. Parce que ça a très bien fonctionné. Alors, on identifie. Non, on est parfaitement intégré avec Amazon Music et il faut. C'est comme sur Apple, sur Spotify. On est sur une logique de référencement du flux RSS sur la plateforme d'écoute et après donc de publication. C'est quasiment immédiat sur Amazon d'ailleurs.
Oui, en général, c'est assez rapide. Ouais. Alors, le seul petit, et j'avais fait une remontée d'ailleurs à Audiomins après avoir publié, où j'ai mis peut-être 3/4 d'heure, là où j'avais mis 30 minutes sur Podcastix. On est vraiment sur des délais assez courts quand on imagine que c'est quand même pour publier un podcast sur toutes les plateformes dans le monde entier. Donc c'est quand même un temps qui est... Alors je suis assez efficace et j'avais tout bien préparé, que ce soit les textes, que ce soit les jaquettes et tous les éléments audio qui étaient déjà bien sûr montés et prêts à être diffusés. Mais on est capable en moins d'une heure sur ces plateformes de réellement publier sur l'ensemble des plateformes avec quelques petites fonctionnalités qui sont plus ou moins on va dire user friendly. Et notamment une petite note que je vous avais pas fait en retour d'ailleurs Audiomins et je vous le fais maintenant. En fait, j'étais tellement rapide, alors peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, mais j'étais tellement rapide que j'ai pas vu votre mail. Et donc, dans le mail que vous avez envoyé après que j'avais publié le podcast, en fait, j'ai vu qu'il y avait les liens pour aller déposer le flux RSS sur les autres plateformes, sauf que je l'ai vu après. Et donc, je me suis retrouvé devant une plateforme où je ne savais pas où aller et où je suis allé parce que je savais, j'avais déjà fait Podcastix et Ocha avant. Et donc, je suis allé chez TuneIn, je suis allé pour référencer manuellement mon flux RSS alors que vous aviez envoyé un mail et que dans le mail, il y avait tous les liens. Donc, en fait, il y a ce côté aussi où on passe que par la plateforme. Et c'est vrai que le mail, déjà les mails c'est toujours dangereux parce qu'on n'est pas sûr de toujours bien les recevoir. Et puis peut-être de pouvoir intégrer ces petites informations par rapport aux autres plateformes et au flux RSS directement sur l'interface. Si j'ai une petite remarque supplémentaire à faire par rapport au retour que je vous avais déjà fait. Mais pour résumer et pour confirmer ce que disent Cyril et Olivier, les plateformes en effet se ressemblent. Après, ça va être qu'est-ce que vous voulez en faire au-delà? Est-ce que vous voulez des fonctionnalités mutualisées ou est-ce que vous voulez plus faire du sur-mesure selon l'audience que vous voulez avoir et que vous avez? Est-ce qu'elle est captive? Est-ce qu'elle est... elle n'a pas besoin d'être nombreuse, mais est-ce qu'elle doit être vraiment ciblée d'une certaine manière et adressée d'une certaine manière avec de la monétisation sur certaines plateformes? Là, les autres plateformes ont peut-être un peu de mal à pouvoir y répondre. En tout cas, l'interface est très simple. Elle est très bien faite. Les players sont très sympas. J'ai même fait des erreurs de fichiers audio et ça attend avant d'envoyer sur les plateformes. Donc, le fichier audio a été modifié après sur toutes les plateformes, alors que c'est pas forcément évident sur toutes les plateformes ce genre de modification de fichier audio quand on s'est planté et qu'on a déjà publié. Quand on veut aller trop vite, ça c'est un peu mon problème. Donc voilà, donc il y a quand même de nombreux avantages et on est capable de publier en moins d'une heure sur cette plateforme, ça c'est certain. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des inquiétudes ou des gens, des utilisateurs d'Audiomins autres que Gaël et Catherine qui se posent des questions sur quelle plateforme utiliser, qui va devoir bonne chance hein, Catherine pour le choix d'ailleurs, parce que c'est quand même pas évident de choisir le bon choix. Alors il y a peut-être une question quand même. Mais non, Catherine, appelez-moi Catherine. Voilà, Catherine, tu appelles Cyril. Je l'appellerai. Tu es une fidèle auditrice c'est comme ça qu'on fonctionne. Du club Le Pod. Catherine, elle fait partie de l'association Les Voix. Donc si vous cherchez des voix, n'hésitez pas à contacter Catherine d'ailleurs. Merci. Bah non, mais c'est normal. Non, je t'ai plus. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à monter sur la room. Je rappelle à tous ceux qui ne suivent pas de bien suivre Frédéric Brulatour et moi-même pour pouvoir être au courant des prochaines rooms que l'on va mettre en place. On en met en place tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 13h. On a une communauté qui est régulière et qui sont d'ailleurs parmi nous, hein, Cindy, Ibnou, Laurent, Jean-Philippe. Je salue tout le monde, Julien, Christophe, Raphaël, Benjamin, Daé qui viennent régulièrement et d'autres comme Of Course que je vois régulièrement venir aussi et des petits nouveaux, Seb et Amal. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous posez des questions sur la plateforme, c'est le moment parce que même s'ils sont super disponibles, on aimerait bien aussi avoir vos questions sur cette plateforme ou sur les questions que vous posez pour votre hébergement de podcast si vous en avez. Est-ce que Cyril, Olivier, vous avez des petites choses à ajouter
nouveautés pour encore plus motiver Oui. nos utilisateurs. Allez, allons-y sur peut-être les nouveautés, les choses à venir de AudioMeans, puisqu'on avait dit qu'on parlerait aussi des nouveautés et de ce qu'on peut, ce que vous avez envie de faire avec AudioMeans dans les mois, dans les années à venir. Alors là, vous n'allez pas être déçus. Ah, On a des effectivement scoops. des nouveautés, des scoops. Oui, on peut. Enfin voilà, on est en train de sortir un nouveau produit que Gaël d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'il puisse venir à cette room, a pu expérimenter avec Podcast Mania, qui est en train de sortir aussi chez d'autres gros clients radio-télé, qui est une web app. Donc, c'est-à-dire que c'est une URL, une page web qui va se comporter comme une application d'écoute. Avec toutes les vertus des applications d'écoute, c'est-à-dire la reprise de lecture, la lecture en tâche de fond, les notifications. Enfin, voilà, vraiment une espèce d'écrin qui est très adapté en fait pour les studios de podcast, les publishers, ceux qui ont plusieurs podcasts, ou pour les marques, évidemment pour les podcasteurs indépendants, mais surtout pour ces deux types d'acteurs. Et donc, c'est une web app qui est complètement personnalisable, que vous pouvez installer sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Donc, c'est vraiment c'est un très, très beau produit. Et ce produit, il a pour vocation, en fait, d'élargir le public du podcast. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 4 millions de Français qui écoutent des podcasts natifs. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'en écoutent pas encore. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'application de podcast, qui ne savent pas trop comment ça marche. Et donc, c'est un parc monumental d'auditeurs qui n'attendent que ça. Et donc, ce produit, il est destiné à offrir une expérience d'écoute digne d'une application, mais à travers une page web. Donc ça veut dire que c'est uniquement pour les podcasts que l'on produit nous-mêmes. Ça référence pas tous les podcasts que vous avez chez AudioMeans. Non, exactement. Donc, je crois que j'ai pas l'URL de Podcast Mania en tête. Évidemment, elle est un peu complexe, mais d'abord, on peut personnaliser son URL. Et surtout, ça va effectivement rassembler au sein d'une même app les podcasts de cet éditeur. Alors, je suis dessus, Donc, webapp.audiomeans. Podcast Mania, il doit y avoir une douzaine ou une quinzaine. Ouais, c'est voilà, l'adresse est un peu webapp.audiomeans.fr/e/podcast-mania. Et en fait, c'est une page, je vous la décris pour ceux qui sont pas dessus. Il y a marqué PM Podcast Mania, diffusion des ondes positives, et il y a tous les différents podcasts de Podcast Mania. Et quand on clique dessus, en fait, c'est un mini site, mais adapté pour le mobile et qu'on peut installer comme une pseudo-application avec alerte. C'est ça Est-ce qu'on peut générer des alertes et des abonnements Oui, donc on est d'accord. On peut complètement s'abonner aux notifications. Exactement, notifications, reprise de lecture. On a vraiment le comportement d'une application normale. Et donc, quand vous vous connectez à cette page web, il y a un petit bouton en haut qui vous dit « Voulez-vous l'installer sur l'écran d'accueil ?» Donc, et quand on la lance depuis l'écran de l'accueil, ensuite, on ne voit même plus le navigateur. Donc, on est comme dans une app. La newsletter, je vois qu'il y a... C'est un beau produit qui est assez premium. Podcast Mania, Gaël, est-ce que c'est une newsletter à toi ou c'est AudioMeans qui gère la newsletter ou c'est simplement un abonnement et c'est toi qui récupères après les emails pour ensuite envoyer vers ta newsletter? C'est nous qui récupérons et chaque newsletter de chaque podcasteur est bien distingué. Voilà. Ça veut dire aussi, Cyril, j'ai vu qu'il y avait des API. Dans le dashboard. On peut lier ces données newsletter à une API de Mailchimp ou de Sendinblue si on veut aller se connecter à nos envoyeurs d'emails. À nos autorépondeurs, ouais. Cyril. Exactement. Ça, c'est même indépendant de la web app. C'est même indépendant de la web app. On est aujourd'hui intégré notamment avec Mailchimp et avec Discord aussi. Donc, on est capable, la dose de Binge, par exemple, a lancé un Discord il y a une quinzaine de jours pour rassembler sa communauté d'abonnés pour qu'ils puissent échanger avec l'équipe de la dose et puis entre eux dans un espace, un environnement qui est le leur. Donc tout ça est intégré avec AudioMeans. Dans AudioMeans, vous retrouvez la liste de tous les souscripteurs à la newsletter. Enfin, voilà, on est vraiment sur un produit qui est, sur une approche assez complète. Mais ça, en revanche, c'est disponible hors web app.
Web App, c'est vraiment un produit à part et très spécifique. On accueille Denis Florent avec son Electro Voice et j'essaye de faire monter Amal qui désire si les autres dans la room qui sont modérateurs, si vous arrivez à la faire monter, moi ça ne fonctionne pas. Des fois il y a des bugs comme ça sur Clubhouse. Denis Florent, tu es le bienvenu. Merci. Je suis là. Oui, Amal, on va laisser Denis parler. Tu es là, donc on te prend juste après Denis. Non, mais honneur aux dames. Honneur aux dames, tu vois, avec sa belle voix d'Electro Voice. Il te laisse la parole, Amal. Bienvenue, Amal, pour ta question ou tes remarques. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Voilà, alors c'est très intéressant. Moi, ma question, voilà, comment se passent les liens quand on est déjà éditeur de contenu via son propre site internet, qu'on produit du contenu à la fois écrit et audio, qu'on a déjà effectivement des accès, organiser des accès limités par abonnement à ces deux formules de contenu. Comment peuvent se faire les liens avec AudioMeans, avec votre plateforme, et quel est l'intérêt? Enfin voilà, juste pour comprendre. Tu veux dire comment intégrer en fait cette offre-là sur ton site, c'est ça? Ouais, voilà, sachant que moi, voilà, c'est un site aujourd'hui, il y a des abonnés qui payent pour avoir accès au contenu, à la fois audio et écrit, et je voulais comprendre en fait, si j'ai bien compris, l'intérêt aussi de passer par AudioMeans, c'est peut-être avoir accès à un autre public qui utilise d'autres plateformes, des plateformes d'écoute. Aujourd'hui, tu es hébergé chez un podcasteur quelque part. Non, tu héberges en fait toi-même ton podcast et tu génères ton propre flux RSS par le biais de ton site web. Alors là, vous parlez chinois. Ouais, on va pas parler technique. Donc en gros, tu as un site web, mais t'es pas sur. Enfin, si tu peux être sur Deezer, mais tu as pas ce qu'on appelle un hébergeur principal comme un Ocha ou un Acast ou c'est ton site web sur lequel tu as tes fichiers MP3 et les gens doivent payer pour y accéder. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu payes pour accéder à mon contenu, mais mes fichiers MP3, tu as accès même sans payer, parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de refondre le site. Normalement, dans le cadre de la refonte, ça devrait plus être le cas. Tu auras accès juste à un certain nombre à une durée limitée du contenu audio, et après il faudra effectivement justifier d'un abonnement, mais là jusqu'à présent, en fait c'est mon développeur qui gère tout ça, et je suis en train de regarder et de m'intéresser à d'autres plateformes, à des plateformes qui pourraient aider effectivement à diffuser, à mieux diffuser ce qu'on propose, ce qu'on produit, parce que c'est hyper intéressant. Eh ben, tu vas pouvoir appeler Cyril, je pense. Hein. Je pense que tu vas pouvoir appeler Cyril. Tu es bien tombée. Tu es toute neuve sur Clubhouse. Oui, je suis toute neuve et donc j'adore le concept, donc c'est cool. Ouais. Donc Cyril, c'est vraiment là-dessus, on est particulièrement pertinent. Donc voilà, tu peux m'écrire cyril@audiomeans.fr et cyril@audiomeans.fr. Toi comme d'ailleurs tous les autres, mais pour ton besoin précis, clairement, on a une solution, une très très belle solution d'intégration. Voilà, donc et en plus tu pourras. C'est un peu ce que disait Amal. Tu nous as quittés ou tu es redescendu? Ah non, elle nous a quittés. On va attendre qu'elle revienne. Denis, à toi, en attendant que Amal revienne. Merci Philippe, merci. Bonjour Cyril Olivier, félicitations. Je ne connaissais pas du tout AudioMeans, je découvre et c'est fascinant. Je suis sur le site depuis tout à l'heure, depuis que l'émission a commencé. Bravo, voilà, juste bravo. J'ai une question de néophyte. Je vois que sur l'offre à 23 euros mensuels par an, donc 276 euros hors taxe, il y a l'accès aux régies pub partenaires. Alors évidemment, ça fait ting dans ma tête et je me dis ça c'est intéressant. Est-ce que c'est une garantie de revenus comme sur les versions écrites et non audio, l'insertion d'un tag AdSense est une garantie de revenus? Comment est-ce que ça fonctionne exactement, cet accès aux régies pub partenaires? Je vais prendre la main. Bonjour Denis, d'abord. L'accès aux régies partenaires, donc c'est... Si je fais un jeu de mots, c'est une garantie de revenu, mais c'est pas un revenu garanti. C'est-à-dire que en adhérant à cette offre, on peut ouvrir les accès à des régies partenaires qui vont donc commercialiser l'inventaire des podcasteurs qui le souhaitent. Donc on a notamment un gros partenariat assez visible avec Énergie Globale.
puisque donc qui est quand même la première régie audio de France et qui représente, dont les commerciaux donc commercialisent les inventaires des podcasteurs AudioMins qui le souhaitent. On a aussi des connexions avec Target Spot, qui est la régie de Radio France. On a aussi une connexion avec Soundcast. Et donc, quand on ouvre ces canaux de monétisation, donc on peut soit choisir d'avoir uniquement de la monétisation host-read. Donc pour ceux qui sont familiers du podcast, le host-read, c'est un format un peu hybride entre du brand content et du média classique, où l'annonce va être diffusée en pré-roll devant les épisodes du podcasteur, mais elle va être enregistrée par lui, et donc il y a une forme de contrôle du message publicitaire par le podcasteur. Et donc dans ce cas-là, comment ça se passe ? La régie envoie les textes et donc là, au producteur ? Ça se passe avec la régie qui donc présente les podcasteurs susceptibles de faire du host-read à ces annonceurs ou aux agences. Et s'il y a un intérêt, dans ce cas-là, ça se fait sous forme de brief. Généralement, l'agence envoie un brief à la régie qui va le communiquer au podcasteur en disant voilà sur les aspects sur lesquels je souhaite communiquer dans mon annonce. Est-ce que vous pouvez me faire une proposition de script ? Donc là, le podcasteur propose un script. Donc généralement, c'est un petit speech de 30 secondes à 1 minute. Ah, on t'a perdu, Olivier. La connexion... C'est dur, Internet à Paris, non, c'est dur. Non, mais c'est Station F en même temps, donc ils sont 30 000 à utiliser la 4G. Vas-y, Olivier. Est-ce que c'est mieux là ou pas ? Ils n'ont pas la 5G ? Non, ils n'ont pas la 5G encore. Bah non, c'est trop cher. Non, là, ici. À toi, Olivier. Vous m'entendez là ? Ouais, tu es revenu. C'est bon. Je suis revenu, pardon. Donc je disais, le script va être validé par l'agence et ensuite, donc une fois que le script est validé, l'enregistrement est fait par le podcasteur et après, à travers les outils d'AudioMins, cette annonce est servie devant ou dans les podcasts. D'ailleurs, on fait aussi du mid-roll. Ça, j'ai vu. Du podcast qui a été choisi. Donc il y a une série d'allers-retours, on va dire, créatifs. Donc quand c'est de l'host-read, il y a une série d'allers-retours créatifs. Et après, et là, on est sur des CPM qui peuvent être assez élevés, puisque l'host-read aujourd'hui, ça se vend entre 50 et 70 euros CPM. Donc, pour ceux qui sont familiers du display dans le digital, c'est des CPM vraiment très élevés, même au-delà de la vidéo. Et après, on a un deuxième format qu'on appelle l'audio ads, où là, le créatif, donc la réclame, le spot audio est fait par l'agence et il est diffusé sur plusieurs podcasts à la fois. Donc là, on est dans quelque chose qui se rapproche plus de la pub classique comme vous avez sur YouTube, par exemple. Et donc là, il suffit que le podcasteur dise oui, je suis d'accord pour qu'il y ait des pubs pré-roll, mid-roll ou post-roll venant de telle ou telle régie qui soit diffusée chez moi. Il peut établir une blacklist. Donc dire aussi, moi je veux pas d'annonceurs de tel ou tel secteur parce que c'est contraire à ma ligne éditoriale ou à mes valeurs. Et là, en revanche, sans qu'il y ait une fois que ce setup est fait, il peut y avoir des campagnes qui diffusent sur l'inventaire généré par le podcasteur et donc des revenus qui sont générés et qui sont reversés en fin de mois. Donc dans ce sens-là, dès lors qu'on ouvre les tuyaux, je dirais, il y a des revenus. En revanche, les taux de remplissage, les CPM dépendent un peu de la typologie du podcast. C'est pas tout à fait la même chose si on fait un podcast érotique ou si on fait un podcast sur les bagnoles, parce qu'on va pas attirer le même genre d'annonceurs et ça va dépendre aussi un peu de la saisonnalité, puisque le marché de la pub digitale est saisonnier. Il y a des périodes creuses comme l'été et des périodes très hautes comme le quatrième trimestre. Et donc les revenus vont fluctuer en fonction de ça aussi. Mais en tout cas, une fois que le robinet est ouvert, il y a des revenus qui sont générés. Ouais. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier. Donc voilà, c'est la capacité à pouvoir mélanger la mutualisation et dès qu'on a besoin de quelque chose un peu plus chirurgical, eh bien la capacité de pouvoir le faire comme le fait Podcast Mania. Eh bien voilà, je pense qu'on arrive au bout de notre room. Il est 14h08, on a dépassé un peu notre heure
classiques que l'on propose, mais parce que c'est aussi très intéressant de découvrir les plateformes, d'aller un peu plus dans le détail avec les fondateurs et avec ceux qui le veulent. Rappeler quand même que c'est Cocorico, Frédéric Brulatour, à nouveau, une plateforme Cocorico, et ça fait aussi partie des choix qu'on aime bien faire. Deux observations, Philippe, on le dit, on le répète depuis qu'on a le museau dans le podcast, mais les podcasteurs ne doivent pas avoir peur de travailler avec des entreprises françaises. C'est parce que c'est aussi une façon finalement de renforcer notre souveraineté numérique. Et on en parlait dans cette room, le podcast qui demande un investissement financier, tu l'as rappelé tout à l'heure, même s'il est minime, il permet quand même de s'assurer une durabilité sur le marché, parce qu'une bonne plateforme, c'est toujours l'assurance de se développer assez rapidement. Donc il ne faut pas hésiter non plus à les solliciter, mais pas par mail ni sur les réseaux sociaux, parce que ça sert à rien. Il faut directement les appeler au téléphone, parce que je suis persuadé que les gars d'AudioMins, ils sont en attente de remonter des podcasteurs, parce que c'est une façon de faire évoluer leurs outils dans le bon sens, et puis surtout de mieux se positionner par rapport à la concurrence. Donc pas de mail, pas de réseaux sociaux. Moi je trouve que c'est vachement petit gars de laisser des réactions sur les réseaux sociaux, là, de faire sa petite crotte souvent pour pas grand chose. Voilà, faut appeler le mec et lui dire quel est le problème, faire remonter l'info, et c'est comme ça que l'info elle passe, et c'est comme ça que le produit et le service s'améliorent. Sur la souveraineté numérique, je mettrai un tout petit bémol. Tu vas pas remettre ça, on connaît ton positionnement. Non, mais Olivier ne m'en voudra pas, mais je vois que qu'il héberge les contenus sur Amazon, sur AWS. Mais donc sur qui tu veux les héberger en Europe? C'est la limite de la souveraineté numérique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hébergeur digne de ce nom en Europe, ce qui pose d'ailleurs des problèmes qui sont autrement plus délicats que les problématiques de souveraineté, parce que quand tu as un ministère ou des entreprises qui font des produits ou des services dits sensibles et dont les données sont hébergées sur Amazon, c'est-à-dire dans un autre pays, moi, personnellement, ça m'interroge. Ça m'a toujours interrogé. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat, Philippe. Oui, on pourra faire une room avec Denis. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Battle. Et puis bon, c'est la proximité avec les clients et avec les podcasters. Absolument. Voilà. C'est surtout ça qui est important pour nous. Absolument. Après, quand très attaché, et ça permet de faire aussi un hub de retour d'expérience entre tous les échanges qu'on a avec chacun, qui viennent enrichir à la fois évidemment notre connaissance du secteur, qui est un secteur qui évolue hyper vite, puis aussi notre produit. Voilà, et puis on n'est jamais à l'abri d'un OVH qui brûle. Allez, ça c'est un autre débat. En tout cas, félicitations, il faut quand même les féliciter. C'est un travail extraordinaire, c'est extrêmement bien pensé. Moi, je découvre et je suis assez admiratif, quoi. Voilà, donc c'est pas juste un nouveau prestataire. C'est pensé et c'est intelligent, et bravo, félicitations. Voilà. Et puis avec des grandes marques qui ont déjà quand même actionné, que ce soit Énergie Globale ou le groupe M6, qui sont pas forcément quand même voilà, ils travaillent pas ensemble, ils sont pas encore M6 n'a pas encore été vendu à TF1 et TF1 n'a pas encore racheté Énergie. Donc c'est félicitations pour le travail accompli, et puis une start-up qui démarre comme ça sur les chapeaux de roue, c'est toujours agréable. Longue vie à AudioMins. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Qu'est-ce qu'on fait vendredi, Philippe? Je sais pas. Ravioli. Non, mais par exemple, alors on devait avoir Saouti, mais Saouti c'est lundi, donc si vous voulez découvrir Saouti, c'est lundi. Par contre, on pourrait faire Podcast Mania s'il est d'accord. S'il veut venir nous présenter son collectif de podcasteurs et voir comment est-ce que ça fonctionne. Je sais pas, Gaël, tu es partant? Avec plaisir. Voilà. Les voix du Seigneur sont impénétrables, donc finalement, vendredi, on verra ça. C'est programmé si vous voulez découvrir, parfait. Si vous êtes podcasteur et que vous voulez faire partie d'un collectif de podcasteurs qui utilise AudioMins. Alors, c'était pas voulu, mais c'est comme ça. Mais on va en parler vendredi pour découvrir Podcast Mania et que l'on ne connaît pas, et les podcasts de Podcast Mania. Donc, si tu peux inviter, Gaël, quelques podcasteurs indépendants de Podcast Mania pour faire partie de la room qui sont sur Clubhouse. Et d'ailleurs, maintenant, étant donné que c'est sur Android aussi, tout le monde peut venir sur Clubhouse. On va la programmer dans la foulée, on t'envoie le lien et puis on communique ça pour que vendredi à 13h on se retrouve tous pour parler de Podcast Mania, et lundi Saouti. On va essayer d'avoir Podcastix maintenant que c'est sur Android. Ils vont certainement accepter de venir pour qu'on discute aussi de leur plateforme, qui est aussi assez sympathique. En tout cas, c'est chouette qu'il y ait beaucoup d'acteurs français et on s'en réjouit. On est content qu'on puisse parler de vous aussi dans notre club, le Pod. Vous pouvez adhérer au club en cliquant sur la petite maison verte pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et puis aller sur www.lepod.club pour recevoir votre exemplaire
papier de notre dernier petit ouvrage magnifique qui s'appelle Le Pod, le magazine, et qui recense 80 à 100 podcasts et quelques balados sur 76 pages. Allez, dernier mot de la fin, Cyril, Olivier, merci pour avoir participé ouvertement. Je rappelle que cette room n'est pas une room commerciale, c'est une room que nous lançons ouvertement à toutes les plateformes et qui n'est pas monétisée. Voilà, c'était pour l'information pour tous ceux qui nous suivent. À très bientôt, Cyril, Olivier. Merci beaucoup pour votre accueil et à très bientôt. Et voilà, que tous les auditeurs se sentent autorisés à nous contacter directement. On aura plaisir à parler avec eux de leur projet. Merci pour vos réponses. Merci à tous. Merci Olivier. Merci à tous et vraiment on aime beaucoup le contact, on aime beaucoup échanger, faire des démos, avoir des feedbacks. Donc je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Cyril. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on discute de vos projets et qu'on essaie de construire des solutions qui sont vraiment adaptées aux besoins spécifiques que vous avez. Voilà, et puis allez les voir à Station F. Et d'ailleurs, si vous êtes partant pour distribuer, d'avoir un petit présentoir avec des magazines Le Pod, on peut vous en envoyer à Station F. Je sais que Station F avait refusé qu'on distribue les mags parce qu'ils sont no paper. Mais bon, par le biais d'un incubé, peut-être que ça peut être... Ah ouais, peut-être. Ouais, on va se renseigner. Ouais, voilà, c'est des petits présentoirs pour distribuer gratuitement les magazines papier. Tenez-nous au courant, en tout cas on est partant. Merci à tous et à toutes. Petit jingle de fin et puis on se retrouve vendredi à 15h. N'importe quoi, 13h. Allez, ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.